l'outil? Enfin, dans Oui, la visio, vous nous entendez bien? oui, très bien. Et on vous entend parfaitement également. Bonjour, merci de votre présence. Merci. Nous débutons donc cette audition. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui, Monsieur Yohann Terray et Émilie Agnew. C'est mon téléphone qui sonne. C'est chez vous? Très bien. En tant que représentant de l'association Le Sens du service public, et nous vous remercions de participer à cette réunion plénière qui se tient en visioconférence. Je me permets d'excuser mon collègue Gilbert Luc de Vinas qui préside habituellement cette mission. Il a été empêché. J'ai l'honneur de le remplacer aujourd'hui en tant que vice-président de cette mission d'information, à laquelle, pour ma part, j'attache une importance toute particulière. Je suis heureux de vous accueillir, Yohann Terray et Émilie Agnew. Je vous remercie de vous être rendu disponible pour nous, à un horaire cet après-midi sur l'heure du repas, mais voilà, le service public n'attend pas. Et moi, je m'intéresse tout particulièrement, et chère Émilie, on se connaît un petit peu, on a eu l'occasion d'échanger beaucoup sur ces questions, aux réflexions du collectif d'agents publics, nos services publics, puisque nous le voyons là dans les documents que vous nous avez transmis et du travail que vous effectuez, les résultats du sondage sur les inégalités d'accès aux services publics en France et l'impact sur le vote qui a été réalisé à l'initiative de votre collectif et dont les résultats ont été publiés en janvier 2025, montrent combien l'accès aux services publics est structurant et au cœur du pacte des Républicains et des attentes et des aspirations des citoyennes et des citoyens. Ce sondage, bien évidemment, on avait eu l'occasion d'en parler, on va pouvoir en parler en détail, nous a interpellés pour un certain nombre d'élus dont je fais partie. Et je suis heureux que cette audition nous permette d'inscrire à notre agenda dès le début de nos travaux dans le cadre de cette discussion. Je vous rappelle juste que cette audition donnera lieu à un compte-rendu écrit qui va être annexé à notre rapport et que son enregistrement vidéo sera accessible en direct sur le site du Sénat. Il pourra être ensuite consulté en vidéo à la demande. Je vous précise également enfin que le cycle d'audition que nous poursuivons sera complété par des déplacements sur le terrain dans les prochains mois et que le rapport de la mission, mes collègues arrivent, le rapport de la mission devrait être rendu public en septembre prochain. Je donne la parole à ma chère collègue Nadège Havet, rapporteure. Et puis, après les interventions de M. Yohann Terray et d'Émilie Agnew, je vous propose que vous puissiez intervenir aux alentours d'une vingtaine de minutes à deux, pour qu'on puisse ensuite avoir un échange avec l'ensemble des sénatrices, j'allais dire sénateurs, mais des sénatrices, bonjour, vous allez bien, qui viennent de nous rejoindre. Je donne la parole à ma collègue Nadège Havet. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Je me joins au remerciement du Président et je me réjouis de l'audition puisque c'est un peu votre sondage qui m'a amené à proposer en fait cette mission d'information. J'ai quelques questions et puis vous allez, je pense, détailler un certain nombre de choses. Tout d'abord, en fait, est-ce que vous pouvez nous représenter les circonstances de la création de l'association Le Sens du service public, les objectifs, la composition et la gouvernance, et puis son bilan et son action, comment vous vous inscrivez en fait dans notre paysage. Et ensuite, en ce qui concerne le sondage sur les inégalités d'accès aux services publics en France et l'impact sur le vote, dont les résultats ont été publiés donc, au mois de janvier, que nous enseigne cette enquête sur l'opinion à l'égard des services publics en fonction du profil des répondants? Comment les réponses des personnes faisant état d'une mauvaise expérience avec un service public se ventilent-elles entre la complexité des démarches, en fait, la qualité de l'accueil, la qualité de la réponse et également tout ce qui est lié à la dématérialisation? Et que pensez-vous, compte tenu de votre expérience de la fonction publique territoriale, des pistes d'amélioration de l'accès aux services publics suggérées par les répondants, entre autres? Et puis, il y aura certainement d'autres questions à suivre. Je vous remercie. Je vous en prie, je vous donne la parole. Madame Agnew, Monsieur Terray, dans l'ordre que vous souhaitez, peut-être vous avez préparé un autre passage. Allez-y, je vous en prie. Merci. Bien. Merci à vous pour l'invitation pour cette audition. On va essayer de répondre aux différentes questions et puis n'hésitez pas évidemment à nous poser des questions supplémentaires si on n'est pas suffisamment précis. Pour répondre à la première question sur qu'est-ce que le sens du service public et comment on fonctionne,
Donc, on est une association, on est un collectif qui réunit des fonctionnaires issus des 3 versants de la fonction publique hospitalière, étatique et territoriale. On s'est créé au cours de l'année 2021, initialement dans le cadre de la campagne des élections présidentielles de 2022, avec l'envie de promouvoir les services publics, de tirer aussi les enseignements du Covid, de la crise sanitaire du Covid, où les services publics avaient été particulièrement mis en avant. Et puis aussi parce que, du fait de nos expériences professionnelles, qui sont dans les 3 versants, et c'est une de nos particularités, on voulait aussi tirer les enseignements de nos responsabilités de gestionnaire de services publics, notamment sur la décennie, on va dire, 2010-2020, où parfois les services publics ont pu être maltraités, tant dans leur fonctionnement que parfois dans le discours politique. C'est ceci qui nous a principalement motivés à créer le sens du service public. On est donc un collectif qui réunit des fonctionnaires de 3 versants, qui travaillent sur plusieurs thématiques. On a élaboré au moment de notre création un manifeste qui a identifié 3 axes de travaux. Un premier qui concerne les enjeux d'égalité d'accès aux services publics, égalité d'accès, que ce soit physique, géographique, informatique, numérique. Ensuite, un deuxième axe qu'on a appelé l'exemplarité de la fonction publique en matière de transition écologique, comment les services publics et les administrations publiques doivent investir les enjeux de transition écologique, tant dans leur fonctionnement interne que dans leur relation avec les usagers. Et puis, un troisième axe sur le fonctionnement qu'on souhaitait plus démocratique des services publics, tant dans la relation avec les citoyens que dans la relation, naturellement, avec les usagers. Comment on peut laisser une place aux usagers pour améliorer et enrichir le fonctionnement des services publics. Voilà sur la création du sens de service public. Sur le sondage en lui-même dont vous avez fait référence, donc c'est un sondage qui a été travaillé avec l'Institut de sondage OpinionWay, donc avec toutes les garanties que offre un institut de sondage comme OpinionWay, qui a été réalisé donc au mois de janvier, tout début janvier, auprès d'un panel de 2061 personnes, qui est un panel assez conséquent et volontairement conséquent pour 2 raisons. D'une part, parce que nous avons souhaité travailler sur la perception qu'avaient les Français des services publics, mais essayer de faire un focus sur le lien entre cette perception et le comportement électoral des Français. Et donc, pour cela, il fallait élargir le panel. Et la deuxième raison, c'est qu'on avait souhaité aussi avoir un panel qui puisse faire des focus régionaux. Et donc, pour avoir des panels représentatifs de différentes régions françaises, il nous fallait élargir ce panel. Ce qui fait que, ça, c'est pas pour vanter le travail d'OpinionWay, mais c'est en disant qu'avec un panel de 2061 personnes, on peut dire qu'on a une fiabilité de résultats avec évidemment les marges d'erreur classiques du sondage. Voilà ce que je pouvais dire peut-être en cadrage. Et si déjà, Émilie, tu veux peut-être compléter ou préciser peut-être après sur les premiers enseignements du sondage. Oui, tout à fait. Merci, Johan. Bonjour à toutes et tous. Donc, je vais plutôt développer mon propos autour des résultats de ce sondage qui, comme vous l'avez très bien rappelé, s'inscrit dans un contexte politique particulier et dans une histoire aussi particulière, celle de la France, de son rapport à l'État, à ses services publics, qui ont été un des pans principaux des politiques d'aménagement du territoire, et probablement qu'il y a aussi un lien à faire avec ces politiques-là pour comprendre les enseignements de ce sondage. Ces enseignements, ils sont extrêmement paradoxaux et nuancés, et c'était bien aussi tout l'enjeu de ce sondage, d'essayer de sortir des propos qu'on trouvait assez convenus et pas toujours tout à fait en phase avec ce que nous, on pouvait vivre sur les terrains quand on évoquait la question des services publics et de son impact potentiel sur les dynamiques politiques et sociétales
que l'on peut constater. Et on voit aussi qu'il y a un certain nombre de contradictions dans les réponses des citoyens et des citoyennes, et qui sont des contradictions, bien évidemment, avec lesquelles les services publics essayent de faire face ou parfois de se débattre. Globalement, ce que ce sondage démontre, c'est qu'il y a une forme de mise à distance et de déshumanisation des relations de service public. Et malgré tout, un attachement assez fort à la question des services publics en France, même s'il nous semble nécessaire de re-questionner la définition et le périmètre des services publics, puisque aujourd'hui, notamment une question comme la question de la santé re-questionne très clairement les frontières du service public. Ce que ce sondage a montré, c'est aussi que la France, par rapport à d'autres pays, a un rapport particulier au maillage territorial des services publics, à la géographie de son territoire, à l'égalité d'accès aux services publics, puisque l'éloignement géographique est perçu par les répondantes et les répondants comme le premier critère de discrimination dans l'accès aux services publics. Donc là, on a quand même un élément de confirmation assez fort. Alors, ce qui est important de dire, c'est que nous, on s'est attaché essentiellement à la question de l'accès aux services publics, mais qui n'est pas qu'un accès géographique, qui est un accès extrêmement polymorphe et qui comprend également la capacité à comprendre le langage, les circuits administratifs, à avoir accès aux services publics à un certain nombre d'horaires. Donc, c'est une acception extrêmement large, y compris on a des déterminants sociologiques qui peuvent expliquer aussi la plus ou moins grande facilité d'accès aux services publics, et c'est pour ça qu'on a aussi des résultats genrés en fonction de l'âge et de la proximité partisane. On a quand même demandé aux Françaises et aux Français s'ils étaient globalement satisfaits de la qualité des services publics. 6 Français sur 10 nous ont dit qu'ils n'étaient pas satisfaits de la qualité des services publics. Alors ça, c'est une réponse assez générale, parce que quand on les questionne en particulier sur tel ou tel service, et notamment sur leur expérience personnelle des services publics, on se rend compte que les résultats sont bien meilleurs. Donc cette opinion, c'est vraiment une opinion citoyenne en général, et peut-être que aussi le récit extrêmement négatif et décadent qu'il peut y avoir sur les services publics d'une manière générale participe aussi d'un ressenti collectif qui peut finalement dégrader l'appréciation des citoyens, là où l'usager, lui, nous dit à 74% qu'il a plutôt facilement accès aux services publics. Donc, ça doit nous inviter, bien évidemment, à la nuance sur le regard qu'on peut porter aujourd'hui sur les services publics. Ce niveau d'insatisfaction, il varie selon le lieu d'habitation. Alors, bien évidemment, entre le rural, le périphérique et l'urbain, mais aussi en fonction des déterminants objectifs et subjectifs du territoire. Est-ce qu'on est notamment dans un territoire en déclin, en stagnation, ou est-ce qu'on est dans un territoire qui se vit plutôt en expansion ou en développement? Et là, on a des résultats qui sont extrêmement contrastés, y compris à l'intérieur même des 3 catégories que j'ai mentionnées. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les électeurs d'extrême droite, qui était quand même aussi un des objectifs de ce sondage, indiquent être les plus insatisfaits à la fois de la qualité d'accès aux services publics et de l'accès aux services publics. Mais quand on regarde sur l'impact sur leur vote, on se rend compte que cet impact est moins important que d'autres Françaises et Français qui expriment d'autres proximités partisanes, notamment sur le reste du spectre politique. La prise en compte des services publics dans le vote, en tous les cas la manière de le verbaliser par les répondants, est beaucoup plus forte. Quand on prend par exemple la proximité avec la France insoumise, on est à quasiment 9 répondants sur 10 qui nous disent que c'est un élément important dans leur vote, là où pour les électeurs d'extrême droite, on est entre 7 et 8 répondants sur 10. Ce qu'ils nous ont dit aussi, pour 3/4 d'entre eux, c'est qu'ils avaient déjà vécu au moins une expérience difficile, désagréable avec les services publics. Mais ce n'est pas forcément si étonnant que ça si on prend en considération qu'on est quotidiennement en contact avec les services publics. Et c'est même plutôt rassurant, puisque la plupart nous disent que ces mauvaises interactions, elles ont plutôt été exceptionnelles ou ponctuelles, et donc pas forcément des mauvaises expériences récurrentes, mais parfois il suffit d'une mauvaise expérience pour sédimenter, bien évidemment, un jugement extrêmement négatif, avec des taux d'insatisfaction plus bas dans le rural et le périphérique, en stagnation ou en déclin. Parmi également les enseignements de ce sondage, on a vu qu'il y avait un rapport extrêmement ambivalent des Français sur leur ressenti à l'égard des services publics.
entre ceux qui sont plutôt soulagés et ceux qui sont plutôt stressés ou inquiets. Et ce qui était particulièrement intéressant, c'est de voir que, par exemple, la crainte de l'arnaque arrive en tête des ressentis dans les interactions avec l'administration. Et ça, on croit que ça doit bien évidemment interroger les modalités d'interaction des services publics avec les usagers, parce que ça peut aussi accroître la défiance vis-à-vis des institutions lorsque l'on sait effectivement qu'on peut se faire usurper son identité, des données personnelles ou des fonds privés en profitant justement de la réputation des acteurs publics. Ce qui est intéressant de noter, c'est que ce sont les femmes et les plus jeunes qui expriment davantage de stress dans l'interaction avec les services publics. Et donc là aussi, ça mérite probablement d'avoir un certain nombre de réponses institutionnelles, et que la crainte de l'arnaque, elle est, elle, beaucoup plus élevée, bien évidemment, chez les personnes les plus âgées. Quand on est allé dans le détail sur la facilité d'accès aux services publics, on a vu qu'il était important d'arriver à nuancer les constats en regardant service public par service public, parce que on a là aussi des jugements qui sont extrêmement disparates en fonction du service public dont on parle. Typiquement, ceux qui ont maintenu un réseau de proximité, écoles, collèges, lycées, y compris police, gendarmerie, ils ont plutôt des très bons taux de satisfaction. On a des services plutôt avec des niveaux de satisfaction intermédiaires, France Travail, les transports publics, les services de santé, et puis des services qui ont été jugés un peu plus sévèrement, et notamment les administrations de sécurité sociale, les tribunaux, qui sont arrivés en deuxième motif d'insatisfaction. Et le premier motif d'insatisfaction, il faut le dire, ce sont les crèches, et donc les modes de garde. Là aussi, si on regarde dans le détail, bien évidemment, en fonction du territoire sur lequel on réside, les résultats sont extrêmement contrastés. Notamment, je disais par exemple, l'hôpital public arrive en milieu de peloton lorsqu'on sonde l'ensemble des Françaises et des Français. Mais quand on regarde en fonction du territoire, le taux de satisfaction, il est 32% chez ceux qui résident dans un territoire en stagnation ou en déclin, contre 83% pour ceux qui résident dans un centre en développement. Et là aussi, je crois qu'on a eu des débats récemment sur la question des déserts médicaux, où on a tendance à saucissonner la question de l'accès à la santé publique, notamment en distinguant ou en créant une dichotomie entre la médecine de ville et la médecine hospitalière. Et là, on voit que, bien évidemment, il est important d'intégrer cette approche de l'accès à la santé dans une approche beaucoup plus globale. Et la question des maternités aussi fait partie de la question. Je crois aussi que la question des tribunaux, elle doit nous interpeller, parce que même si on n'a pas forcément besoin d'accéder à un tribunal au quotidien, on sent qu'il y a une revendication de justice à travers probablement ce taux d'insatisfaction important vis-à-vis des tribunaux, qui n'est pas que lié à une forme d'éloignement géographique, mais aussi peut-être parce que c'est un service public. Peut-être parce qu'on ne le côtoie pas au quotidien, peut-être parce qu'il a un langage un peu particulier, des délais extrêmement longs et des procédures complexes, que aussi les Françaises et les Français peuvent avoir un rapport un peu ambivalent avec ces services publics. Et puis, bien évidemment, fort de ces constats, nous avons quand même souhaité ouvrir des perspectives, et notamment ce qui était intéressant de noter dans les perspectives souhaitées par les répondants, c'est une forte attente de proximité, de simplification et d'accompagnement humain. La simplification pouvant passer par l'accompagnement humain, bien évidemment, à rebours de certaines politiques de simplification qui ont été menées ces dernières années, et notamment à travers la dématérialisation, qui apparaît comme la dernière mesure d'adaptation souhaitée, même si elle a des taux de satisfaction importants. C'est l'élément qui est mentionné en dernier par les répondants. Ce qui nous paraît aussi intéressant, c'est la question des horaires d'accès aux services publics, et de noter aussi une différence de réponse entre les genres, puisque notamment les femmes considèrent qu'il y a un travail à faire sur la question des horaires d'accès aux services publics, et ça rejoint une autre enquête qu'on avait faite sur l'accès aux services publics en milieu rural et l'impact sur les femmes, parce que souvent l'action publique est aveugle au fait que les femmes sont les premières préposées à la relation de service public, aux démarches administratives, et sont les premières à être, enfin, elles sont en première ligne lorsqu'il y a des carences en matière de services publics pour compenser ces services publics. On pense notamment, bien évidemment, à la question des modes de garde, mais c'est aussi vrai pour l'accès à la santé.
Et enfin, pour reboucler avec le début et en terminer là, pour ma part, la question du périmètre de ce qui est considéré comme des services publics mérite probablement également d'être requestionnée à l'aune d'une interrogation qu'on avait posée dans le cadre de ce sondage, qui était de savoir s'il fallait étendre les obligations de service public à d'autres services. Et ça a été notamment très clair sur le secteur de la santé, avec les pharmacies, les médecins libéraux, les établissements de soins privés ou encore les ambulances privées. Alors, on a posé surtout ces questions-là. On a demandé sur tout ce qui est commerce de proximité. Là, les réponses, elles étaient beaucoup moins favorables, puisque plus facilement perçus comme devant être des services privés. On aurait probablement pu le faire sur d'autres services publics, mais on voit qu'en tout cas, à rebours des discours peut-être dominants aujourd'hui, il y a une attente de services publics, une attente de puissance publique, de réponse de régulation par la puissance publique pour permettre véritablement une égalité réelle dans l'accès aux services publics et une promesse républicaine réactualisée. Merci à vous deux pour vos propos introductifs très éclairants, très stimulants aussi dans le cadre de la réflexion et des échanges que nous pouvons avoir dans le cadre de cette mission d'information. Je pense qu'on va commencer à pouvoir vous poser des questions. J'ai deux remarques, si je peux me permettre, chers collègues, avant de faire circuler la parole, et je redonne la parole à notre rapporteur. Ma première question, elle portait sur la date de votre travail qualitatif et quantitatif, ce sondage. On est bien en septembre 2021, donc on est en plein post-Covid, j'ai envie de dire. On sort de cette crise Covid, etc. Pardon ? Non. C'est pas ça ? Non, le sondage a été réalisé tout début janvier 2025. Pardon, janvier 25. Le lien que je voulais faire, c'est dans les discussions qu'on pouvait avoir dans le passé, est-ce que cette perte, la validité du sondage est toujours d'actualité? Est-ce qu'elle fonctionne toujours? Et quand vous parlez de perte de sens, moi je regardais les aspects liés à la perte de sens, la recherche de sens qu'il y avait de la part des agents du service public. Est-ce que dans la reconfiguration du monde du travail que nous avons pu avoir à la suite du Covid, ces éléments-là peuvent être remis en perspective ou est-ce qu'une évolution positive peut être trouvée et travaillée? Et ma deuxième question, elle portait plus particulièrement, vous l'avez dit, il y a les aspects quali et quanti qui sont posés. Emiliano, vous disiez, lorsqu'on prend une vision un peu quantitative, 60% des personnes interrogées se plaignent, on va dire, mais quand on rentre dans le détail, ces questions-là sont un peu plus, on va dire, il y a une meilleure perception de la part des usagers du rôle et de la qualité du travail du service public qui est rendu. Est-ce que vous pensez que dans les évolutions dans les prochaines années, les pistes que vous esquissez, comment cela peut être amélioré? Si je peux, pardon, et je vais laisser notre rapporteur compléter avec ces questions avant d'ouvrir le débat. Pardon, je vais juste compléter parce que ma question allait vraiment dans le même sens. Je voulais qu'on se mette de l'autre côté, en fait, et qu'on soit du côté de ceux qui font, en fait, les agents du service public et effectivement les difficultés qu'ils ont actuellement sur la perte de sens, le sentiment parfois d'absurdité de ce qu'on leur demande. J'appelle ça très souvent travailler en tuyau d'orgue. Chacun donne ses consignes et puis la pauvre personne qui reçoit tout ce qui tombe des tuyaux d'orgue, c'est parfois compliqué. Donc je voulais savoir si au travers de vos sondages, vous avez établi un profil des agents qui sont concernés plus particulièrement sur cette perte de sens et selon vous, avez-vous quelques pistes en fait pour que l'on trouve des solutions au manque de reconnaissance de nos agents? Je vous remercie. Alors, juste sur les questions sur les pertes de sens, ce n'est pas le collectif, le Sens du service public, qui a fait le sondage sur les agents publics. Donc, on pourra moins y répondre. Et là, c'est plutôt, on pourra répondre sur ces questions. On regarde plutôt de nos expériences professionnelles et notamment dans la fonction publique territoriale. Juste, je voulais rebondir, Monsieur le Président, si vous permettez, redire quand même qu'un enseignement fort de ce sondage, c'est que, et Émilie le disait, c'est qu'il y a un degré d'insatisfaction vis-à-vis des services publics assez net. Notre sondage le montre, d'autres enquêtes d'opinion le montrent. Par contre, et donc,
avant même le sondage, finalement, on pouvait le deviner et le savoir. Par contre, ce que nous, on a souhaité creuser, c'est essayer de mieux comprendre les raisons de ce degré d'insatisfaction qui est assez marqué au travers des enquêtes d'opinion. Et ce qui nous semble intéressant dans les résultats du sondage, c'est que l'insatisfaction, elle est d'abord et avant tout marquée par le degré d'éloignement des services publics. C'est-à-dire que plus on est éloigné des services publics, plus on a un accès difficile aux services publics, plus le degré d'insatisfaction augmente. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail ici, mais il y a des variations entre régions et il y a une très forte corrélation entre l'éloignement des services publics et le degré d'insatisfaction. Et je dis ça parce que ce qui ressort du sondage, c'est que même les Français qui ont eu des expériences difficiles ou douloureuses avec les services publics ne sont pas ceux qui jugent le plus sévèrement les services publics. Ceux qui jugent le plus sévèrement les services publics, ce sont ceux qui souffrent, entre guillemets, de l'éloignement des services publics. Et l'éloignement des services publics, c'est des difficultés d'accès physiques, géographiques, et évidemment, c'est ce que soulignait Émilie, c'est les difficultés liées à la dématérialisation et au numérique, puisqu'on a lancé quand même un mouvement à tout craint de dématérialisation des services publics qui est jugé sévèrement par les Français aujourd'hui parce qu'ils estiment qu'il n'est pas de qualité. Ce qui est d'ailleurs assez préoccupant aussi dans les résultats du sondage, c'est que vis-à-vis de la dématérialisation, le jugement il est sévère, quelles que soient les tranches d'âge. C'est-à-dire que les plus de 65 ans émettent une très forte préoccupation et une insatisfaction, mais les 18-25 ans également. Les 18-25 ans, alors on avait fait des petits focus sur des questions là-dessus, les 18-25 ans sont plutôt favorables à la dématérialisation, mais jugent que la dématérialisation est tellement mal faite que finalement ça rend ou ça accroît l'éloignement des services publics des usagers. Donc on ne peut pas dire que simplement ce sont les plus de 65 ans, comme on peut régulièrement l'entendre, qui seraient confrontés à les plus grandes difficultés du fait de la dématérialisation des services publics. Ce sont aujourd'hui toutes les tranches d'âge de population. Et ça, c'est un enseignement quand même relativement fort. Sur la perte de sens, là, c'est plutôt, je vous disais, plutôt au regard de mon expérience professionnelle, la perte de sens, évidemment, par les agents publics, elle est aujourd'hui très prégnante. Alors, il y a plusieurs raisons pour ça. C'est déjà une décennie très marquée, avant le Covid, d'une stigmatisation permanente de ce qu'on appelle un fonctionnaire bashing récurrent vis-à-vis des fonctionnaires. C'est-à-dire qu'à chaque campagne, et c'est d'ailleurs, permettez-moi de le dire, c'est une des raisons d'ailleurs de la création de notre collectif en 2021, c'était aussi une exaspération vis-à-vis des candidats aux élections professionnelles où on assistait entre 2007 et 2020 à une surenchère en permanence sur à qui va supprimer le plus de milliers de postes de fonctionnaires, bien évidemment sans la moindre capacité à dire quelle mission on arrête, avec un présupposé de base qu'il y aurait du gras et qu'il suffirait de tailler dans les effectifs comme ça pour supprimer des milliers de fonctionnaires. On pourrait même faire le lien aujourd'hui avec les polémiques sur la suppression et la fusion des agences de l'État qui est lancée par la ministre des Comptes publics. Le fonctionnaire bashing, évidemment, il joue beaucoup sur la perte de sens. Il joue d'ailleurs sur la perte de sens des agents qui sont en poste, mais il joue aussi beaucoup sur les problèmes d'attractivité de la fonction publique. On a aussi travaillé sur ces questions-là. Le métier d'enseignant en souffre énormément. C'est-à-dire que même d'ailleurs, malgré les chantiers lancés par le président de la République sur les revalorisations salariales assez significatives d'ailleurs du métier d'enseignement, il y a encore des milliers de postes non pourvus dans l'enseignement public aujourd'hui du fait de dévalorisation du métier d'enseignant, ce qui ne rend pas les concours attractifs. Après, sur aussi les pertes de sens des agents publics, évidemment, c'est tous les enjeux liés au fonctionnement parfois complexe des services publics et avec une insuffisance de moyens. Alors, moyens humains, peut-être, dans certains services publics, et puis aussi les dématérialisations qui a été faite, qui n'a pas toujours été faite de très bonne qualité. Les usagers en sont évidemment les premières victimes, mais les agents en souffrent énormément parce que l'ergonomie des outils de travail numérique n'est pas satisfaisante aujourd'hui pour nombre d'agents publics.
Et donc ça contribue évidemment à une insatisfaction en interne. Et puis après, je dirais que, troisième, ce n'est pas exhaustif, mais je dirais qu'il y a une troisième raison sur la perte de sens, c'est le sentiment d'être soumis en permanence à des injonctions contradictoires. Injonctions contradictoires, c'est-à-dire accompagner de plus en plus des populations qui sont en fragilité sociale ou économique, et à l'inverse, ne pas avoir les moyens d'accompagner de manière satisfaisante, pleine et entière, ces populations. Et ça, c'est une très grande difficulté. Alors évidemment, on pense tout de suite aux métiers du secteur social, mais pas que. Ce sont les filières médico-sociales, ce sont aussi toutes les filières de la santé publique, mais aussi d'autres métiers en interaction directe avec les usagers et les Français qui ressentent ça. Je pense que c'est un élément qu'il ne faut pas du tout sous-estimer, la difficulté à vivre les injonctions contradictoires pour les agents publics qui sont en face à face avec les usagers ou de terrain, est un élément très très prégnant aujourd'hui dans la perte de sens pour les agents publics. Voilà, moi, ce que je pouvais dire à mon niveau, mais Émilie, vous compléter. Non, je rejoins ce que tu dis et je crois que tout ça, ça démontre un élément convergent, c'est qu'aujourd'hui, le service public est présenté comme un problème et non comme une solution. Là où il avait été conçu dans notre pays, notamment au cours du XXe siècle, comme un élément de refondation, de progrès social et de cohésion de la nation. Et aujourd'hui, dans les discours, on a l'impression que le problème, c'est l'acteur public, c'est le fonctionnaire, c'est la dépense publique, et du coup, on a une approche des services publics par la gestion de la pénurie. Et forcément, ça a des répercussions sur les usagers qui ont l'impression d'une mise à distance des services publics et sur les agents publics qui ont le sentiment bien réel d'une qualité du travail qui est empêchée, d'une qualité de la relation humaine qui est empêchée, alors qu'elle est au cœur de l'ADN du service public, parce qu'on a industrialisé les services publics, y compris avec des normes. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous sont élus locaux, vous savez très bien comment ça se passe dans les crèches, dans les maisons de retraite. C'est des journées extrêmement minutées, avec aussi des conditions de travail difficiles qui ne sont pas toujours reconnues comme telles, notamment sur les métiers féminisés, et l'impression que finalement, il n'y a plus de place pour la relation humaine et que tout ce qui est aussi les temps invisibles de la qualité du service public, la formation, la coordination, le temps de réflexion, sont passés par pertes et profits parce qu'elles ne correspondent pas à des grilles objectivables d'efficacité du service public qui devient le nouveau mantra contemporain. Et tout ça, ça vient percuter aussi ce que j'évoquais en préambule, des contradictions de nos concitoyens qui parfois veulent qu'on maintienne du service public en proximité sans forcément l'utiliser. Des élus locaux qui essayent de maintenir des petites écoles rurales alors que certains préfèrent mettre leurs enfants dans le secteur privé ou à la ville parce que ça les arrange ou parce qu'ils pensent que leurs enfants auront accès à une meilleure éducation, mais parce qu'on a aussi tellement dévalorisé ces petites écoles que finalement, on ne peut pas non plus toujours reprocher aux citoyens d'adopter ces comportements rationnels. Et puis finalement, une demande de personnalisation du service public qui nécessite de maintenir du service public en proximité. Dans notre étude sur les services publics en milieu rural, qui avait un très fort taux de satisfaction, notamment en interaction avec les secrétaires de mairie, parce qu'on les connaît, parce qu'on a confiance, parce qu'il y a un accompagnement dans la durée, parce qu'elles sont là, elles nous accompagnent, elles essayent de trouver des solutions. Et ça crée aussi des tensions parce que ces habitants-là ont l'impression qu'il y a toujours autant d'impôts et qu'en même temps, les services publics sont d'une réalité parce qu'on parle souvent de la question fiscale d'un point de vue très général en France. Et en réalité, lorsque dans le détail, ces populations-là qui ont à la fois perdu du service public sont aussi celles qui sont aujourd'hui captées, notamment sur la question des impôts fonciers. Ce sont aussi souvent des petits propriétaires qui n'ont pas forcément des moyens mesurés et qui ont une forme de contradiction dans ces deux tendances de manière divergente. Et une vraie complexité pour les services publics avec cette baisse du consentement à l'impôt et à la fois une forte appétence pour les services publics. Très bien, merci beaucoup et merci d'avoir fait le lien par rapport à ma question liminaire entre cette étude qui avait été faite en septembre 2021 sur la perte de sens, effectivement, dans la fonction publique, mais que dans les discussions qu'on a pu avoir précédemment, le lien avec votre enquête, justement, sur ce lien entre cette perception d'une dégradation des services publics, mais aussi une perte de sens pour les agents de la fonction publique. Moi, j'y reviendrai un peu plus tard, je vais donner la parole à mes collègues, mais
dans les points qui ont été évoqués, il y aura la question des solutions proposées par les répondants. J'y reviendrai peut-être un peu plus tard. Est-ce que mes collègues ici présents, je donne la parole, Madame Margaté, alors, aux affaires éco, oui, je suis aux affaires qui est Madame Margaté, sénatrice je pense, de Seine-et-Marne, et qui est sénatrice présente au sein de la Commission aux affaires économiques. Oui, merci Monsieur le Président. Merci pour cette présentation, ces éléments, c'est intéressant. On a toujours un petit regret quand il y a des focus régionaux, c'est qu'ils ne soient pas départementaux, puisque notamment la région Île-de-France, entre voilà, ce qu'est la Seine-et-Marne et ce que peut être Paris, ça n'a pas grand-chose à voir, y compris la Seine-et-Marne à l'intérieur peut aussi être très différente entre son est et son ouest. Mais c'est vrai que c'est une analyse plus fine sur laquelle qui est intéressante, mais j'entends que voilà, que ça demande davantage de moyens. Moi, ce qui me... je pense que dans les échanges qu'on peut avoir d'ailleurs avec les élus locaux, notamment des petites communes, enfin, les services publics, c'est l'incarnation de la présence de l'État sur les territoires. C'est aussi comme ça que c'est pensé par des élus. Moi, je pense notamment à une maire qui essaye de défendre son bureau de poste, qui dit, mais... Nous, c'est comme ça qu'on mesure, en fait, voilà, l'État s'incarne dans nos services publics. Quand ça disparaît, c'est un rapport avec l'État qui se détériore. Et certes, qui peut se traduire par des votes, et qui peut se traduire d'ailleurs par un retrait du vote aussi, et par voilà, une abstention de plus en plus forte, qui est quand même une caractéristique également, je pense, à prendre en compte. Donc il y a une vraie question de sa perception d'être citoyen, d'être protégé, d'être reconnu par l'existence des services publics que l'État, voilà, par l'existence des services publics. Moi, j'ai bien vu vos éléments sur la dématérialisation qui se développe, qui a pris d'ailleurs, bon, maintenant quand on appelle un médecin, enfin, ça passe par Doctolib, les impôts, la Sécu. Ça a ses avantages, très clairement, ça a ses avantages, et ça a aussi toutes les difficultés qu'on connaît, qu'on rencontre sur ceux qui n'ont pas accès à Internet, ceux qui ne savent pas se débrouiller, ceux qui n'ont pas d'ailleurs une pratique de la langue française, ou qui sont sur des termes qu'ils ne comprennent pas, enfin bon, qui se sentent perdus avec cette dématérialisation. Je pense que, en plus, simplement un témoignage sur... La police qui s'est mise avec les plaintes en ligne. Plainte en ligne, c'est très bien quand on s'est fait casser, on s'est fait voler un pneu ou on s'est fait voler sa voiture. Mais plainte en ligne, quand vous êtes venu vous faire agresser, que vous allez au commissariat et ils vous disent ah oui, c'est voilà ça. Ils vous disent allez porter plainte en ligne. On est au commissariat. Ah ouais, et ben c'est là ce qu'on a fait à ma fille qui s'est pointée à un commissariat et on lui a dit, il a essayé de la rassurer, le policier, mais il lui dit allez porter plainte en ligne. Elle a essayé une fois, 2 fois, elle n'a pas réussi, mais elle n'a pas porté plainte. Voilà, donc alors après, je pense qu'il y a aussi il y a eu cette pratique-là. Ouais, il y a peut-être un problème de formation, justement. Et comment est-ce que la dématérialisation peut être un vrai progrès pour le service public en regard des moyens humains qu'il faut conserver de proximité. C'est un peu cet équilibre. Parce que si on en arrive à dire à des personnes qui ont été agressées allez porter plainte en ligne alors qu'elles sont au commissariat, en plus je pense que le policier était sincèrement embêté parce que c'est quand même, ça fait partie du sens de son travail que de prendre voilà, que d'avoir un rapport humain avec quelqu'un qui est agressé. Donc moi c'est l'équilibre dématérialisation, comment la dématérialisation peut être un réel progrès pour le service public. À quelles conditions? Aujourd'hui, on voit que ça a des avantages, on en voit aussi tous les inconvénients. Et je voulais une dernière chose sur est-ce que le service public municipal, je ne sais pas s'il est interrogé dans votre étude, demeure un service public, comment il est considéré? Comment il est considéré? Voilà, est-ce qu'il est considéré un peu différemment ou pas, sachant qu'en général, on le sait tous, la mairie est souvent un des derniers lieux où on vient toquer à la porte. Mais quel est le rapport de nos concitoyens avec leur service public municipal? Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous souhaitez apporter une première série de réponses aux questions qui ont été... Oui. Merci. Oui. Sur la dématérialisation, alors c'est un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé, notre collectif, et là, ça dépasse le cadre de notre enquête. Et avec Émilie, c'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur.
Il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, plus de 13 millions de Français éprouvent des difficultés avec le numérique. 13 millions sur une population de plus de 60 millions d'habitants, donc c'est énorme. Or, en parallèle, on a lancé un mouvement très fort de dématérialisation des services publics. Simplement, la dématérialisation des services publics en France, elle a été lancée et initiée, et je pèse mes mots, pour faire des économies de postes RH. Ce qui nous différencie d'un certain nombre de pays européens où les mouvements de dématérialisation ont été faits pour améliorer la relation usager. C'est vraiment une différence fondamentale parce que en France, on a dématérialisé pour faire des économies. C'est un mouvement qui a été lancé avec la RGPP, qui a été ensuite poursuivi allègrement sous le mandat Hollande et qui a été accéléré dans le premier quinquennat Macron. Donc c'est vraiment au-delà des opinions politiques. C'est un mouvement de fond qui a été fait pour faire des économies, et ça rejoint, Madame la sénatrice, ce que vous dites, c'est qu'on a dématérialisé en France pour faire des économies et pour retirer des agents publics qui étaient en relation avec les usagers, ce qu'on appelle en front office, en face-à-face public, en face-à-face usager. D'autres pays européens ont fait d'autres choix. Je pense notamment à des pays baltes ou à des pays nordiques qui ont dématérialisé, qui ont fait une dématérialisation d'ailleurs même parfois plus accélérée, plus poussée qu'en France, mieux faite, parce que aussi ce qui caractérise la France, c'est que la dématérialisation n'a pas toujours été bien faite et bien construite, bien pensée, parce qu'on n'y a pas intégré les usagers dans les réflexions. On l'a fait parfois avec des économies budgétaires, hormis Bercy, qu'on cite toujours en exemple, mais Bercy, ce sont des investissements colossaux qui ont été mis pour sécuriser les recettes. Mais Bercy n'est pas le modèle de la dématérialisation des services publics en France, c'est l'exception. Et donc, cette dématérialisation qui a été faite pour supprimer des postes dans d'autres pays européens, ce qui a été fait, c'est de dématérialiser et de maintenir des accueils, de maintenir des interactions humaines. Alors, les interactions humaines qui peuvent accompagner la dématérialisation, nous, on a travaillé sur le sujet, ce n'est pas nécessairement des guichets. Ça peut être des guichets parfois, mais c'est aussi peut-être des accompagnements téléphoniques. C'est la montée en puissance du téléphone, qui est quand même perçue comme une véritable interaction humaine. Quand je dis téléphone, je ne dis pas des chatbots conversationnels, intelligents ou l'IAG. C'est vraiment une interaction humaine. Et j'en viens à votre deuxième question, sénatrice, quand vous soulevez comment sont perçus comment est perçu le bloc communal, on va dire, les mairies, les collectivités locales de premier niveau, dans notre sondage, elles ressortent plutôt assez protégées, avec une bonne perception des Françaises et des Français, parce que finalement, ce sont les derniers services publics où il y a encore une présence humaine. Et moi, en tant que fonctionnaire territorial dans le bloc communal, je le vois bien. Tous les services publics qui aujourd'hui se sont bunkérisés, je pourrais malheureusement vous en faire une liste de plus en plus nombreuse, en fait, les usagers, ils vont où? Ils vont dans les mairies ou dans les intercommunalités, mais enfin surtout dans les mairies, dans les guichets, solliciter les agents publics et les fonctionnaires territoriaux. Et d'ailleurs, quelle que soit la compétence municipale, c'est-à-dire qu'ils ne s'interrogent pas sur les frontières de compétences et l'exercice des compétences. Ils vont chercher une présence humaine pour avoir une réponse. Ce qui nécessite, à mon sens, je terminerai par là, sur la dématérialisation, sur la nécessité d'accompagner la dématérialisation. Parce que ce qu'il est sûr aujourd'hui, c'est qu'on ne pourra pas revenir en arrière. Le coût du retour en arrière serait astronomique. Par contre, ce qu'on pourrait faire, c'est réfléchir sur une meilleure qualité de la dématérialisation, sans doute remettre de la présence humaine pour accompagner cette dématérialisation et développer, promouvoir une vraie médiation et une vraie inclusion numérique dans le territoire. Ce qui va à rebours d'ailleurs de la loi de finances 2025, où il y a une baisse des crédits en faveur des conseillers numériques France Service. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est un leurre et c'est un mensonge républicain, vraiment je pèse mes mots, c'est un mensonge républicain de dire qu'on peut dématérialiser et améliorer les interactions avec l'usager. On améliore les relations avec les usagers qui sont très bien intégrés, très à l'aise avec l'outil numérique. Voilà. Mais avec ceux qui, malheureusement, souffrent de difficultés, c'est une fracture numérique très forte que l'on crée entre les usagers et les services publics. Merci, monsieur. Madame Agnew, vous vouliez ajouter un élément de réponse complémentaire?
Parce que sinon... Oui, tout à fait. Sur la question de la dématérialisation, on a fait une contribution avec une trentaine de propositions, donc je ne reviendrai pas sur cette trentaine de propositions. Juste, ça marque effectivement un logiciel d'action publique qu'il faut re-questionner et qui a été diffusé assez massivement, à la fois chez les décideurs politiques, mais aussi chez les dirigeants administratifs. Il faut réussir, il y a un nombre d'échecs, y compris à Bercy. J'y reviendrai. Et ce qui me semble déterminant là-dedans, c'est le manque de numérique que l'on peut avoir aujourd'hui dans nos administrations et parmi, je me permets de le dire, le personnel politique et la question des usages numériques, c'est-à-dire que on pense outils avant de penser aux usages des destinataires finaux, et ce qui nous a conduit effectivement à la mauvaise dématérialisation que Johan évoquait. Et il y a aussi un élément particulièrement problématique dans le secteur public, c'est qu'on est extrêmement dépendant d'acteurs privés qui nous proposent des solutions magiques sur étagère, qu'on a tendance à s'approprier telles quelles au sein des administrations, à ne pas être en capacité de challenger, qui sont aussi des solutions qui sont assez peu modulables et qui créent aussi des administratives. Et on reboucle aussi avec la question de la perte de sens et de la dégradation, y compris des conditions de travail des agents avec ces outils qui sont extrêmement mal conçus. Et du coup, on met aussi en garde sur parfois l'excès de confiance qu'il peut y avoir sur l'intelligence artificielle et tout ce qu'elle nous permettrait aussi de résoudre à travers un techno-solutionnisme dont on n'a pas encore tiré toutes les conséquences. Et ça montre aussi quand même que combien le service public est devenu le premier moyen, le numérique est devenu le premier moyen de contact avec les services publics. Ça, c'est l'Institut Paul Delouvrier qui l'a très bien montré, hormis pour la police et la gendarmerie. Mais je voudrais quand même rebondir sur la question qui a été évoquée tout à l'heure, sur la question des violences sexistes et sexuelles. C'est extrêmement intéressant comme sujet, parce que là, on voit qu'on a un nouveau service public à créer et qu'aujourd'hui, on a des réponses qui sont largement insatisfaisantes, qu'on a un réflexe souvent législatif lorsqu'un nouveau problème apparaît. Et qu'on s'intéresse assez peu des conditions opérationnelles de sa mise en œuvre sur le terrain, qui peut passer par de la création de postes, par de la formation, par revoir les pratiques managériales, parce qu'on a encore une culture sexiste qui est encore trop tolérée dans un certain nombre de services publics. Et nous, on croit qu'il faut aussi s'atteler à ces problématiques du quotidien des services publics si on veut véritablement apporter, sans ajouter de nouvelles normes, mais en regardant concrètement comment les normes qui ont été adoptées peuvent se décliner de manière efficace dans les services publics, quelles sont les conditions de réussite matérielle, humaine, organisationnelle, pour que de réformes tous leurs effets. Et je me permettrai juste pour encore la contradiction parfois des Françaises et des Français qu'il faut peut-être aussi mettre en visibilité, c'est que sur la question, je suis très présente sur LinkedIn et il y a quelques jours, je voyais un chef d'entreprise qui s'offusquait d'avoir reçu un courrier de l'administration fiscale comminatoire inutile de son point de vue, puisqu'il lui indiquait un reste à charge zéro avec un langage administratif assez désincarné et juridique, alors que précisément, ce sont les premiers acteurs, les acteurs économiques, à réclamer une dématérialisation des administrations. Et là où avant, quand ce type de courrier était visé par un être humain, il ne serait pas parti de l'administration fiscale, puisque effectivement, ce serait ubuesque et kafkaïen de faire partir un tel courrier, mais aussi l'automatisation des services publics conduit très concrètement à ce qu'on fasse partir des choses que l'on ne maîtrise pas des administrations, parce qu'on a voulu gagner en efficacité à travers le numérique et du coup parfois des ressentis extrêmement négatifs. Merci à vous. Je donne la parole à la sénatrice Marie-Lise Housseau, sénatrice du Tarn, Merci, qui est Monsieur le aux Président. affaires économiques. Oui, je voulais vous poser une question sur les agences France Service, parce que hier, nous avons audité l'ANCT, et donc qui nous a expliqué le déploiement de ces agences France Service. Bon, je pense que quand vous avez fait le sondage en 2021, bon, il y en avait encore très très peu, mais depuis,
est-ce que vous avez le sentiment que ce déploiement est une réponse de proximité, puisque vous avez dit que plus les habitants étaient éloignés, plus ils étaient insatisfaits. Et donc là, l'objectif, ça consiste à remettre un accueil vraiment au plus proche des territoires ruraux. Est-ce que, de votre point de vue, c'est une amélioration? Et est-ce que vous pensez que ce système pourrait être systématisé de manière à avoir un accueil partout dans le monde rural et en lien avec les administrations centrales et avec les sites Internet et le back-office qui est derrière? Ça, c'était ma première question. Et la deuxième question concernant la dématérialisation, c'est vrai que les sites sont inégaux. Le site des impôts est bien fait et c'est facile de rentrer en contact et c'est surtout facile d'avoir une réponse. Il y a d'autres sites où c'est impossible de joindre quelqu'un d'humain. Et puis, il y en a d'autres où on a quelqu'un qui, si on le demande, vous répond téléphoniquement. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait avoir un travail de fond de manière à ce que tous les sites aient le même niveau de réponse vraiment personnalisée? Merci. Il y avait aussi une question de la... Pardon, je me permets, la sénatrice Olivia Grégoire. Pas Richard, pardon. Non, mais j'ai l'habitude. Olivia Grégoire, c'est l'ancienne ministre, elle est députée. Moi, c'est Olivia Richard, je suis sénatrice des Français de l'étranger. Sur la perte de sang, sur laquelle je vais revenir, j'ai été co-rapporteur pour la délégation aux droits des femmes du Sénat sur les femmes à la rue, et on s'est rendu au SIAO de Paris. Et on a été frappé par le turnover des répondants qui, devant l'absence de solutions qu'ils peuvent proposer aux personnes à la rue, craquent au bout de quelques mois. Donc oui, il y a plus que les conditions matérielles de travail, et c'est encore plus vrai pour les femmes, me faisait-on remarquer, pas tellement le salaire, c'est le sens, lorsqu'on s'engage notamment dans le social. Et donc oui, lorsqu'on n'a pas les moyens de faire ce pourquoi on a signé, bien souvent on arrête. Ensuite, vous parlez d'un attachement au service public. La sénatrice des Français de l'étranger que je suis peut en témoigner, et même très loin. On a les mêmes attentes, même lorsqu'on vit à l'autre bout du monde, envers la France, qui a un réseau consulaire absolument remarquable. Et il n'est pas rare d'entendre les Français de l'étranger demander le même niveau de service que lorsqu'ils habitaient à Paris, Marseille ou ailleurs. Donc ça peut être un petit peu compliqué, et ça m'amène à peut-être une observation sur le mensonge sur la dématérialisation que vous expliquiez tout à l'heure, monsieur. Les Français de l'étranger votent par Internet depuis 2003 à certaines élections. Depuis peu, une expérimentation est en cours pour le renouvellement dématérialisé des passeports. Depuis un certain temps, ils peuvent recevoir leur passeport, donc c'est une seule comparution pour refaire son passeport. On a tout un tas, et un dispositif téléphonique, de réponse téléphonique qui s'appelle France Consulaire, est déployé depuis plusieurs années en complément de tout ça. Donc je dirais les Français de l'étranger vivent une dématérialisation bien plus heureuse que ce que vous décrivez, comme quoi c'est possible. Et c'est, comme vous l'avez dit, pour pallier une insuffisance d'agents, surtout au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, qui est saigné à blanc depuis 25 ans. Et néanmoins, des solutions innovantes et qui fonctionnent ont pu être trouvées. Je ne dis pas que c'est totalement satisfaisant, et néanmoins, il y a des services qui peuvent être apportés, et lorsque ça permet d'éviter de faire 800 km, c'est très apprécié, et même par les personnes âgées. Et il y a tout un réseau associatif qui peut être mobilisé pour aider ceux qui sont plus éloignés du numérique ou du langage administratif. Bien, tout ça pour dire que il n'en reste pas moins que moi je vis à Paris, et depuis le début des auditions, j'entends assez peu parler de la difficulté. Alors c'est pas un accès géographique aux services publics, néanmoins, qui est déjà allé à Necker un samedi après-midi, c'est qu'on ne peut pas y voir de médecin. N'y a-t-il pas aussi... qu'en est-il de Paris? Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'accès aux services publics? Encore une fois, ce n'est pas une question toujours de géographie, mais on est très nombreux. Il n'y a peut-être pas assez de services proposés, non? Merci. Merci à la sénatrice Olivia Richard. Je m'excuse à nouveau.
mais je rebondissais sur ce que vous disiez sur la région parisienne et ce que vous disiez aussi sur l'Île-de-France. C'est beaucoup de disparités. C'est pas parce qu'on est à Paris qu'ensuite en Île-de-France les choses se passent bien. Et j'en veux pour preuve, on parlait d'hôpitaux, les déserts médicaux dans le département dans lequel je suis élu, en Seine-Saint-Denis. 97% du territoire de la Seine-Saint-Denis est classé en désert médical. Effectivement, cette question des services publics également en milieu urbain se pose très fortement. Je vous donne la parole pour répondre, si vous le souhaitez bien. Oui, quelques éléments de réponse. C'est ce que vous voulez dire, Monsieur le Président. Je pense qu'aujourd'hui, sur la relation au service public, on ne peut pas opposer milieu rural et milieu urbain. C'est plutôt une question de relation du nombre d'usagers par rapport à parfois des services publics qui sont démunis. On retrouve ça autant en milieu urbain qu'en milieu rural. La différence, c'est qu'en milieu rural, va s'ajouter la distance géographique et la contrainte de déplacement et de transport, qui renforce sans doute le sentiment d'éloignement par rapport au milieu urbain. Mais en milieu urbain, et notamment dans les quartiers politiques de la ville, on a une énorme difficulté. Sur la question des maisons France Service, la maison France Service, c'est un premier élément de réponse et c'est un élément de réponse très satisfaisant. Quand on regarde les enquêtes de satisfaction qui sont opérées auprès des usagers des maisons France Service, on oscille sur des taux de satisfaction qui sont autour de 90% de réponses favorables. Donc oui, c'est un très bon outil et un très bon dispositif qu'il faut déployer. Aujourd'hui, il y a à peu près 4000 conseillers numériques qui sont déployés sur tout le territoire national. Sans doute, il faudrait augmenter ce volume, continuer à déployer des maisons France Service au plus près du terrain, les conforter et donner beaucoup plus de visibilité, de lisibilité à ces maisons France Service. On avait fait un sondage l'année dernière, alors je n'ai pas des données précises, mais on avait fait un sondage l'année dernière sur la satisfaction vraiment service public par service public des Français vis-à-vis d'un certain nombre de services publics. On avait testé les maisons France Service et en fait, ce qui ressortait, il y avait une satisfaction pour ceux qui connaissaient les maisons France Service ou qui avaient eu affaire à des maisons France Service. Ce qui ressortait très clairement, c'était une méconnaissance du dispositif. Là, le sondage, il a un an et demi, je parle sous contrôle d'Émilie, mais c'est guère plus que ça. Donc, le dispositif France Service, c'est un bon dispositif, ce qui fait d'ailleurs que lorsqu'il y a eu les discussions budgétaires 2025, nous sommes intervenus dans le débat public pour dire que nous déplorions les coupes budgétaires qui avaient été opérées de plus de 20 millions d'euros qui visaient à supprimer ou du moins à ne pas reconduire un certain nombre de postes de conseillers numériques dans les territoires. Ceci dit, si vous permettez, juste pour parfaire le système ou le dispositif Maison France Service, ce qui fait aujourd'hui sans doute défaut, c'est l'absence de lisibilité et la nécessité de déployer un chef de file au niveau des territoires pour organiser et mieux, sans doute, rationaliser le déploiement des maisons France Service qui reposent trop sur les bons vouloirs des collectivités locales. Et donc, parfois, il y a des collectivités locales qui ont les moyens d'accompagner, de financer, et puis il y a d'autres collectivités locales qui n'ont pas forcément les moyens. Et donc là, sans doute, il y aura un travail à faire sur une cartographie plus précise. Où est-ce qu'on veut déployer davantage de maisons France Service? Voilà, je laisse Émilie répondre sur les autres questions. Madame Agnew. Alors, je vais compléter sur le service parce que, en fait, c'est quand même un exercice compliqué qu'on demande aux agents service, c'est-à-dire c'est des algorithmes contractuels, elles ont deux, pour gérer quand même une grande quantité de public en tant que fonctionnaire, je ne serais pas capable. Hein. Je pense que la grande diversité de sujets sont au quotidien, parce que ceux qui vers les France Service, c'est ceux précisément qui n'ont pas pu dématérialiser ou se débrouiller autrement. Donc, c'est des situations quand même particulièrement. Et par ailleurs, ce n'est qu'un premier niveau de réponse. Ça a aussi dédouané l'État. En fait, il faut le dire, en France Service, les Français, ça a été quand même un palliatif au retrait non concerté de l'État des territoires en faisant faire de charge vis-à-vis des collectivités qui à financièrement à France Service et qui ont éloigné les administrations de l'État
Donc quand même, la question, comment ces administrations elles renouent aussi un lien avec le territoire et elles apportent un élément de bout en bout auprès des personnes, parce que si les gens sont satisfaits en France Service, il y a quand même des problématiques qui se posent, et notamment les France Service ne peuvent pas se limiter à savoir régler les situations les plus simples ou à orienter les usagers. Il faut vraiment qu'on ait des solutions concrètes de bout en bout, de proximité, à toutes ces populations, puissent compenser la mobilité, parce que les services, souvent, elles sont elles sont situées dans une commune, souvent le chef de canton, et c'est placé là où avant le service disponible formuler des propositions dans le cadre de l'étude sur l'accès aux services publics en milieu rural pour compenser cette mobilité. Il faut connaître, parce que ça, pour le coup, c'est une partie des territoires ruraux qu'on peut trouver bien évidemment en Île-de-France en fonction du maillage, mais qui nous semble essentiel, un des sur lesquels il faut apporter des réponses. On a évoqué aussi la question des associations. C'est un élément qu'on a Madame Agnew, mais comment les associations... Madame Agnew, excusez-moi, votre connexion est très hachée. Je ne sais pas si vous êtes en Wi-Fi ou... Oui, ça a coupé beaucoup là lors de votre dernière prise de parole. On a compris globalement. C'était un petit peu haché. Je ne sais pas si vous êtes en 4G, si vous êtes en partage de connexion, en Wi-Fi. Ou... Non, je n'ai pas bougé, pourtant, je suis sur le réseau, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Simplement pour dire, voilà, la question de la compensation du coût de la mobilité pour les habitants qui habitent en territoire rural, ça semble vraiment essentiel. Autre élément essentiel, quand on détermine un niveau de service par territoire, outre les données objectives, qualitatives qu'on peut avoir, l'importance de regarder aussi les dynamiques humaines, associatives, qu'il peut y avoir sur un territoire, qui peuvent venir compléter l'offre de services publics, parce que souvent il peut y avoir des cumuls de, à la fois il n'y a pas d'offre associative, et en plus l'offre de services publics n'est pas à la hauteur. Et puis un dernier élément, pour que vraiment on puisse repositionner à cette question d'égalité d'accès. Alors je voulais repréciser que notre sondage sur l'égalité d'accès dont j'ai parlé tout à l'heure, il date de 2025 et pas de 2021, donc il est vraiment... 2021, c'était l'étude sur la perte de sens. Mais dire que ce n'est pas parce que typiquement le site des impôts ou la déclaration fiscale a été matérialisée, que c'est beaucoup plus simple, c'est pré-rempli, qu'on a favorisé l'égalité d'accès devant l'impôt, l'inégalité venant notamment de la complexité de notre système fiscal et non pas tant du dernier maillon de la chaîne qui est uniquement l'interface entre l'usager et l'administration fiscale. Et donc, il faut dire que voilà, cette question d'égalité d'accès, elle ne peut pas se limiter à ce qu'on dit parfois le dernier kilomètre, le dernier mètre ou le dernier centimètre, mais elle doit vraiment se développer tout au long de la chaîne si on veut véritablement garantir cette égalité d'accès aux services publics. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y restait des questions, chers collègues? Non, a priori. Mais écoutez, il me reste à vous remercier. Nous, on doit se rendre aux questions au gouvernement très vite. On a encore un peu de temps, oui, ça va. Merci beaucoup pour votre présence, à vous deux, la qualité de nos échanges et la précision aussi des réponses que vous avez apportées à nos demandes et à nos questionnements. Chers collègues, je vous donne rendez-vous. C'est quand la prochaine réunion? La semaine prochaine. Très bien. Merci à vous. À très bientôt. Merci beaucoup. Bon après-midi. Au revoir. Bon après-midi.